où je prends le plus de plaisir et où je voulais grandir, c'est en termes de management. C'était diriger des équipes. Et je leur disais, le risque zéro est impossible. Et il est impossible pour plein d'autres raisons, parce qu'on peut pas être excellent sur tous les points. Sur l'ensemble des vulnérabilités qui sont publiées sur le web et qui sont connues, en vrai, on s'en rend pas compte, mais il y en a à peine 10 qui sont exploitables. J'ai plutôt passé mon temps à comprendre mon ennemi, comprendre mes réelles failles, et là, être excellent là-dessus. Il faut savoir que le syndrome de l'imposteur, tu l'as pas en équipe. Tu l'as quand tu es tout seul. Comme tout sélectionnaire, un talent, ça se recrute pas comme ça du jour au lendemain parce qu'on l'a décidé. Ça s'anticipe, ça se repère. Bienvenue dans La Cave, le podcast qui explore les métiers et projets qui transforment le monde de la tech. Je suis Pascal Maria et aujourd'hui, je reçois Fabien Lemarchand. Il nous explique l'importance de la cybersécurité et je te dis, sois prêt. C'est une vraie leçon de leadership en cyber. Un parcours à impact guidé par une vision, rendre le numérique plus sûr, plus éthique et plus accessible. Dans cet épisode, on parle de comment se spécialiser en cybersécurité, quelles compétences techniques et humaines développer, pourquoi ton personal branding est une arme stratégique, comment créer un réseau solide et sincère et pour terminer, comment allier expertise et utilité réelle. Que tu sois débutant, en reconversion ou déjà dans le game, cet épisode t'éclaire sur ce qu'il faut vraiment faire pour devenir une figure incontournable dans la cybersécurité. Alors, prêt à plonger dans les coulisses d'un parcours inspirant ? Attends, j'ai oublié quelque chose. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme de streaming préférée, de me mettre un 5 étoiles ou même de t'abonner sur YouTube et me lâcher un petit pouce. Allez, on y va, on démarre, c'est parti. Hello, bonjour à tous et bonjour Fabien. Salut Pascal. Ça va ? Très bien, et toi ? Bah ouais, moi ça va nickel, comme d'habitude. Ah, rien de mieux commencer la journée avec un podcast avec toi. Ah, Grand plaisir. Bien, trop bien. Bah merci déjà et merci pour avoir accepté l'invitation. C'est avec plaisir, ça va être un beau moment. Ok, trop bien. Bah écoute, est-ce que déjà pour la première question que je vais te poser, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, avec grand plaisir. Donc, mon nom est Fabien Lemarchand, j'ai 41 ans, c'est tout frais. Depuis hier, donc bon anniversaire. Merci beaucoup. J'ai 3 enfants, je vis à Bordeaux. J'adore le sport. Je suis un grand fan de foot. Et ça, tu le sais, Pascal, on a déjà joué ensemble. T'as fait mon jubilé. Ah oui, c'est vrai. T'as fait mon jubilé et j'annonce, je pense que je vais sortir de ma retraite internationale et revenir sur les terrains. Trop bien. J'adore la course à pied. Après, tu fais du trail, hein, c'est ça ? Ouais, pas mal de trail. Je faisais pas mal de marathons à une époque et maintenant beaucoup plus dans la nature. Donc le trail, effectivement, grande distance, que j'apprécie beaucoup. Et j'ai aussi une particularité, c'est que souvent je vais faire le sport un peu local. Typiquement, quand j'étais à Montréal, je me suis mis au hockey. Ah. Je fais du hockey. Et depuis que je suis à Bordeaux, le gros cliché, mais je fais du surf et j'apprécie aussi beaucoup. Donc pas mal de surf, aussi en saison. J'adore apprendre des autres. Je bouquine beaucoup, je voyage beaucoup. Bon, je t'avoue, depuis le 3e enfant, beaucoup moins. Ah c'est oui. plutôt Bordeaux et le bassin, pas plus loin. Mais voilà. Et puis après, durant ces 15 dernières années, je travaille avec beaucoup de conviction et de passion pour aider les organisations privées et publiques à se protéger contre les cyberattaques. Je suis pas un hacker en normes. Je suis pas un chercheur en cybersécurité. Je suis pas un analyste dans l'autorité nationale des systèmes de sécurité des systèmes d'information. J'utilise simplement l'humain, l'intelligence humaine et le hacking éthique. On pourra en parler après plus tard. Trop bien. Pour faire en sorte de rendre utile la cybersécurité et d'en tirer le meilleur. Donc voilà, en quelques mots, qui je suis. Quelques mots, mais qui veulent dire énormément de choses. Trop bien. Donc, alors je sais que tu vas m'en voir, Pascal, parce que t'es le boss et j'ai pas eu le choix sur le titre de podcast, mais tu as été un peu trop loin là. Comment devenir une référence en cybersécurité ? Je suis pas une référence. J'ai pris le meilleur. Voilà, donc tu veux vendre ton podcast, c'est pour ça. Non, c'était juste, c'est pas la référence, c'est plutôt, je me suis juste appliqué à essayer de faire en sorte d'être comment rendre la cybersécurité utile et avec de la valeur. Trop bien. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revoir un peu tout ton parcours. Déjà, comment t'es arrivé là et au fil en aiguille, comment t'es arrivé à créer en fait l'entreprise où tu es actuellement.
Bon exercice, j'ai fait le bilan de mes 40 premières années. Donc, Eh ben maintenant on continue. Là c'est sur le milieu professionnel. donc alors si je retrace, donc je suis né et j'ai grandi en région parisienne, Ah ouais, où exactement? dans les Yvelines, Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie. Ok, moi c'était Cergy. Ah, pas très loin, 95. 95 exactement. Le 7-8 contre le 9-5. Exactement. Donc j'ai grandi, après j'ai fait mes études à Paris, diplômé en école d'ingénieur à l'EPITA à Paris. J'ai fait mes premiers jobs sur Paris en charge des directions de projets de transformation numérique, Trop bien. principalement. Après, je suis parti au Canada pendant 5 ans, au Canada, à Montréal. Même chose, toujours dans la tech. Après, un peu de Barcelone. Quand t'es parti au Canada, c'était pour les études ou carrément pour travailler? Non, j'avais déjà fait mes études, je travaillais déjà. C'était pour une expérience de vie. Et au final, prendre l'occasion plutôt pour un projet de vie. Et puis après, effectivement, travailler. Et donc, c'était intéressant de voir les jobs de la tech et de la cybersécurité au Canada, mais c'était vraiment un projet de vie. Okay. Donc, on a tout vendu à Paris et puis on est parti au Canada 4-5 ans, projet de vie. Donc, et après, au Canada, ce qui était intéressant, donc j'ai bossé et j'ai aussi pas mal repris des études. J'ai passé un certificat de business administration à McGill University. Okay. Sur toute la partie pour monter en compétences et apprendre toute la partie management et leadership. Et j'ai fait aussi un certificat de Sciences Po, sciences politiques aussi à l'Université de Laval au Canada. Donc ouais, boulot, mais aussi les études. Et j'ai pu reprendre des études pour que ça soit, voilà, j'avais toute la partie informatique et tout, mais je voulais plus apprendre sur la partie management et géopolitique. C'était quoi le but? C'était de créer une entreprise ou Non, je savais où je prends le plus de plaisir et où je voulais grandir, et c'est en termes de management. C'était diriger des équipes. Et là-dessus je voulais grandir. Je t'avoue qu'en termes de management et en termes de construction, développement d'équipe, en Amérique du Nord, ils sont très avancés. Ah oui? Il y a des choses vraiment très intéressantes et je voulais apprendre là-bas pour pouvoir après le refaire en France à mon retour. Et en termes d'études, il y a vraiment des très beaux programmes. Et donc voilà, c'était pour on va dire m'armer et pour après pouvoir prendre des postes à plus haut niveau pour diriger des plus grandes équipes par la suite. Et mais juste avant, toi, comment t'es arrivé dans la cybersécurité? C'est-à-dire que parce que l'EPITA c'est une école un peu généraliste. Comment t'as fait cette bascule? Effectivement, je suis sorti d'EPITA, j'étais plutôt sur des postes de chef ou directeur de projet, sur des projets de migration, et donc généraliste sur des sujets de la tech au sens large, avec de la sécurité dedans. Mais il y avait de la sécurité, il y avait des télécoms, il y avait de l'application, il y avait tout. Et c'est au Canada, de façon générale, le Canada a été un déclic sur pas mal de points pour moi. D'accord. En termes de management, en termes de leadership, et aussi en termes de cybersécurité. Et effectivement, on va dire le virus de la cybersécurité, je l'ai pris au Canada. D'accord. Et c'est là-bas que j'ai basculé sur en faire mon job à 100%. Pour la simple raison, c'est que aux États-Unis, ils avaient un petit peu d'avance. C'est qu'ils voyaient pas seulement la cybersécurité comme un sujet purement technique, une équipe technique à part qui devait gérer ce sujet un peu dans l'ombre. En gros, ils n'avaient pas cette approche en disant voilà, les sujets de la sécurité, ces sujets de risque, on les met d'un côté, faut que ça reste plutôt dans l'ombre, on n'en parle pas trop, mais on a une équipe technique dessus et on en fait seulement un gros sujet technique. C'était plutôt, ils avaient déjà pris ce virage-là, qu'ils avaient déjà compris que la cybersécurité allait être dans toutes les couches d'une organisation et allait avoir une influence sur la croissance et sur la réussite d'une organisation. Et donc, ils avaient une approche qui m'intéressait beaucoup. C'était une approche, voilà, la cybersécurité, c'est pas seulement un sujet technique, ça dépasse la technique. C'est aussi de la stratégie, de la communication, du marketing, du leadership. Et la cybersécurité devait répondre à la même question que toutes les autres fonctions dans une organisation, c'est quelle est la valeur? Qu'est-ce que ça apporte à l'organisation? Et quand j'ai fait de la cybersécurité au Québec, j'ai découvert ça et j'avais un rôle qui était totalement très clair dans l'organisation et qui était mis en avant. Et j'aime beaucoup le côté assez transverse et varié de la cybersécurité, c'est que on peut travailler sur des sujets très d'une pointure sur la technologie en elle-même pour trouver des vulnérabilités ou des failles dans une technologie. Mais on travaillait autant le côté roadmap, stratégie, communication, comment faire en sorte que cet aspect-là va avoir la valeur méritée dans l'organisation. D'accord. Et quand tu as commencé au Canada, c'était quoi ton rôle? C'était directement
dans la cybersécurité, mais c'était un développeur, tu essayais de faire de la recherche en bug? Tu faisais Non, ma première Ouais. boîte, mon premier job au Canada, c'était un peu la continuité de ce que je faisais en France. C'était pareil, directeur de projet D'accord. et sur des projets tech et après très rapidement sur des projets purement cybersécurité. C'était donc j'intervenais chez des clients pour diriger des projets en cybersécurité, pour renforcer la cybersécurité sur certains domaines. Trop bien. Et c'est ensuite que j'étais chez un client final, chez Hydro-Québec, qui est un peu l'EDF français, D'accord. où là, j'étais en charge de la cybersécurité chez eux, côté client. OK. Trop bien. Donc là, ouais, tu as appris, vraiment, toutes les bases et des choses assez avancées dans un pays différent et après tu es retourné en France et tu t'es dit: «Allez, je sais exactement ce que je veux faire, je sais comment l'appliquer, je sais ce qu'il y a et quelles sont les dernières pratiques à mettre en place» et tu arrives en France. C'était à peu près comme ça. J'ai bien résumé, Pascal. Donc ouais, non, retour en France, retour à Bordeaux. Même chose quand je suis retourné en France, j'avais pas de job, on a posé nos valises et c'est après qu'on a cherché. Donc oui, j'avais cette conviction, je voulais continuer à faire que de la cybersécurité et à faire à créer de la cybersécurité, donc c'est-à-dire à monter de la cybersécurité et à diriger des équipes. Et là, j'ai eu cette chance de croiser Cdiscount. Et j'ai pu intégrer Cdiscount et reprendre toute la direction de la cybersécurité chez Cdiscount. Et c'est là que j'ai pu appliquer ce que j'ai appris au Canada. C'est-à-dire, comment faire en sorte que la cybersécurité soit un levier et une valeur ajoutée pour Cdiscount, que ça soit un élément différenciateur pour ses partenaires, pour ses clients. Et parce que finalement, Cdiscount, très grosse marketplace, un très gros e-commerçant, des millions de données, des millions de clients, des millions de marchands, une grosse concurrence. Et comment aller... J'ai pris la stratégie de la confiance numérique. Comment faire que la confiance numérique soit un élément clé pour Cdiscount, autant en interne au sein des collaborateurs, parce que c'est plus de 2500 collaborateurs. Comment les faire en sorte qu'ils vont travailler dans un environnement, qu'on leur donne les moyens de faire du bon travail, donc de qualité et donc sécurisé. Et derrière, comment aller chercher cette confiance numérique avec nos clients et protéger au mieux les données de nos partenaires et de nos clients. Et oui, c'est Cdiscount où j'ai pu mettre à profil et mettre en pratique ce que j'ai appris au Canada, autant sur les aspects techniques que sur même les innovations qui étaient faites en Amérique du Nord sur des aspects de cybersécurité, on pourra en parler par la suite, que comment développer une équipe cybersécurité avec cette approche-là. Carrément. Et de pas seulement faire une équipe technique. Carrément. Parce que aussi, quand on parle de cybersécurité, on parle aussi de personnes en interne. Donc, faut savoir que Cdiscount, il y a beaucoup de prestataires qui viennent et qui vont et qui partent. Et sur aussi la visibilité du site e-commerce sur le web. Donc, ne pas se faire attaquer, ne pas se faire hacker, ce genre de choses. Est-ce que toi, tu as des anecdotes à dire sur ton expérience chez Cdiscount ? Des anecdotes, j'en ai plein. Et alors, typiquement, pour refaire un peu le parcours quand je suis revenu en France et appliquer un petit peu comment j'avais appris la cybersécurité en France, ça n'a pas été simple au début. Au début, il a fallu que je fasse... il fallait rééduquer aussi comment était vue la cybersécurité en France par les DSI, les CTO et les PDG, les dirigeants des entreprises. C'était moins développé que maintenant. Là, maintenant, c'est... Alors, c'est pas qu'une question de développement, c'est une question juste d'état d'esprit et comment voir les choses. Typiquement, on avait une vision on appelle ça une vision très défensive de la cybersécurité. Autre que l'aspect que technique, il y avait un aspect de très défensif, c'est-à-dire que voilà, on connaît les bonnes pratiques de la cybersécurité, on applique toutes les bonnes pratiques par défaut, et on passe notre temps à faire l'opérationnel sur ces bonnes pratiques. Et l'approche et donc c'est comme assez lourd parce que la cybersécurité, c'est énormément de points. C'est énormément de sujets. Donc, ça veut dire d'avoir des équipes assez importantes, d'acheter beaucoup de solutions et de déployer toutes ces bonnes pratiques. Et après, c'est beaucoup d'opérationnel parce qu'il faut surveiller tout ça pour s'assurer que ces bonnes pratiques sont bien implémentées, que ça tourne bien et traiter l'ensemble des alertes. L'approche que j'ai apportée, alors, je l'ai pas apportée dès le day one quand je suis arrivé. Donc, d'abord, j'ai eu un gros travail, on va dire, de communication, de marketing et de vendre, on va dire, mon approche. Mais moi, c'était l'inverse. Et c'est là qu'au début, j'ai pris quelques portes, parce que moi, je suis arrivé, et là, je peux avoir quelques anecdotes. Moi, c'est une approche, c'est l'inverse, c'est pas penser comme un défenseur, mais penser comme un attaquant. Ok. Et je pars du principe, il faut le faire accepter, ce qui n'était pas accepté à l'époque. On voulait un risque zéro sur les sujets de sécurité, et je leur disais, le risque zéro est impossible. Et il est impossible
plein d'autres raisons, parce qu'on peut pas être excellent sur tous les points. Il y a énormément... Ça avance extrêmement vite. Et ça va vite, des vulnérabilités, il y en a beaucoup. Et surtout, il faut avoir conscience que sur l'ensemble des vulnérabilités qui sont publiées sur le web et qui sont connues, en vrai, on s'en rend pas compte, mais il y en a à peine 10 qui sont exploitables dans ton organisation. Donc, il y a toujours cette paranoïa autour, alors qu'au final, il faut juste accepter que telle vulnérabilité, je sais qu'elle est réelle, mais elle n'est pas exploitable chez moi, donc ça va pas être ma priorité à la corriger, mais je vais corriger une vraie vulnérabilité qui est réelle chez moi. Et tout ce paradigme, en disant, voilà, je pense comme un attaquant, je me concentre seulement des vulnérabilités qui sont réelles et exploitables chez moi, c'était totalement différent, très différent en France. Et donc, il fallait accepter cette approche par le risque, au final. D'accord. De dire, je vais pas passer mon temps à mettre toutes les bonnes pratiques et à me concentrer sur la bonne implémentation de ces bonnes pratiques. J'ai plutôt passé mon temps à comprendre mon ennemi, comprendre mes réelles failles, et là, être excellent là-dessus. Ah oui. Et aussi, de leur faire admettre qu'en cybersécurité, il y a aussi un sujet de capacité, de ressources. On ne veut pas tout faire, et il faut aussi prioriser. Et en priorisant, on prend des risques, mais il faut prendre les bons risques. Et cette approche-là, ils n'étaient pas prêts au début, effectivement, à entendre ce type d'approche, parce que les anciens qui étaient en charge, quand je dis les anciens, pas en termes d'âge, mais les gens qui étaient en charge de la sécurité auparavant, avaient plutôt une approche différente et avaient joué ce discours, vous inquiétez pas. Honnêtement, on mentait à nos dirigeants en disant il n'y a pas de risque de sécurité parce que j'ai mis toutes les bonnes pratiques, j'ai mis tous les outils. Alors que c'était faux. Malgré toutes les bonnes pratiques, on peut trouver des failles. Et c'était plutôt l'effet inverse en disant on va découvrir où effectivement on a des faiblesses, où ça a l'impact réel. J'insiste sur le mot réel, parce qu'une vulnérabilité, pas parce qu'une vulnérabilité est publiée sur le web qu'elle est réelle chez nous. Oui. Et on va se concentrer sur cette vulnérabilité. Et à titre d'exemple, en type d'anecdote, où au début, au comité de direction, ils sont un peu tombés de leur chaise. Dans les premières mesures que je faisais, c'était on désactive les antivirus, parce que ça nous coûtait très cher les antivirus chez Cdiscount. On était à plus de 3000 postes de travail, ou même 5000 postes de travail. On désactive les antivirus, et cet argent-là, je veux l'utiliser plutôt pour faire effectivement de la sécurité offensive ou corriger réellement des faiblesses où ça nous fait mal. Et je leur expliquais pourquoi l'antivirus n'avait pas de valeur pour nous. Ah oui. Et donc voilà. Et donc il va y avoir des choses qui étaient ancrées dans les esprits. Il faut par défaut un antivirus, alors que au final, l'antivirus, c'est peut-être la dernière chose que je vais mettre en place pour être efficace en cybersécurité. D'accord. Donc, c'était juste... Alors, je fais un peu les extrêmes, mais c'était juste pour expliquer pourquoi, au début, effectivement, le mindset n'était pas du tout le même. D'accord. Donc, il faut vraiment influencer les dirigeants et discuter avec eux. C'est pour ça que t'éduquais sur la partie marketing et explication. Et démontrer. L'antivirus, je leur ai donné... Alors, j'avais pas les preuves réelles à ce moment-là, et ils l'ont vu par la suite, donc... Au final, j'ai pas gagné la bataille, on a dû garder les antivirus. Mais t'inquiète pas, on n'a pas mis d'antivirus dans mes autres expériences que j'ai pu avoir dans d'autres entreprises. Mais typiquement, chez Cdiscount, sur les trois virus qu'on s'est chopés sur notre prod, à chaque fois, les trois, à aucun moment, ont été bloqués par l'antivirus. Alors qu'on payait un antivirus super cher. Et donc là, au final, c'était la preuve pourquoi l'antivirus n'était pas, pour nous, acteurs Cdiscount, notre priorité, ou celui qui avait le plus d'impact pour nous par rapport à notre contexte. Ok. Et c'est quoi, pour toi, les métriques que vous regardez dans la cybersécurité ? Il y en a plusieurs. Après, il faut savoir que c'est comme tout. La cybersécurité, ça a une proposition de valeur par rapport à un secteur d'activité, par rapport à un contexte et par rapport à une organisation. Okay. Ça s'adapte, ça s'ajuste. On n'applique pas le même modèle dans toutes les organisations. D'accord. Parce que si on applique le même modèle, en vrai, il y a quelque chose qu'on regarde pas par rapport à tel secteur d'activité, tel contexte, et donc il y a une menace qu'on ne voit pas. Oui, on voit pas. Ouais. Mais sinon, après, en indicateur clé, ce qui est très important, va être sur des indicateurs sur les deux piliers que j'utilise à chaque fois dans mes stratégies de cybersécurité. Ça va être l'offensif et l'humain. L'offensif, comme je le disais tout à l'heure, c'est quoi ? C'est penser comme un attaquant. Donc, c'est-à-dire, c'est agir comme un attaquant, donc agir comme un acteur malveillant, et avec les mêmes techniques, les mêmes outils. Donc, c'est-à-dire, avant de me faire pirater par un vrai acteur malveillant, je me piratais moi-même. En faisant ça, déjà, je vois réellement ce qui est exploitable chez moi. Et donc, une fois que j'ai identifié ça, je me concentre pour être excellent et remédier ces éléments-là. Et puis surtout, l'objectif, c'est de me pirater avant les autres. C'est toujours mieux. Carrément. Mais comment t'arrives, toi, à recruter des personnes des attaquants comme ça, tu vois ? Parce que c'est quand même des stars. Il y en a plein qui travaillent aussi par passion, qui font ça, qui attaquent des entreprises par passion, juste pour le challenge.
Et comment tu arrives à les trouver, ces personnes-là? Comment tu arrives à les recruter? Comment ça se passe? Des talents, il y en a partout. Ça soit dans la sécurité offensive, défensive aussi, hein. Parce que je parle beaucoup de la sécurité offensive qui est ma stratégie, mais c'est pas pour autant que je fais pas à côté aussi du défensif. Ouais. Voilà, c'est toujours trouver le bon équilibre. Ok. Mais après, les talents, il y en a partout. Comment je le fais? Comme je te dis, je suis un fan de sport. Et ben, je fais comme les coachs ou les sélectionneurs d'équipe. Tu leur fais faire des pompes. Ah, ça, c'est après. Ok. Alors, ouais, il y a deux défis. C'est comment déjà je recrute les talents. C'est déjà le recrutement. Oui. Et après, une fois que j'ai recruté, c'est comment je développe ces talents-là. Exactement. Et comment après je construis la cohésion d'équipe. Oui. Pour que collectivement, ça soit le talent au summum. Et après, comme tout sélectionneur, un talent, ça se recrute pas comme ça du jour au lendemain parce qu'on l'a décidé. Ça s'anticipe, ça se repère. Et non, mais en plus, c'est pas une blague, hein. Je prenais des techniques. Je lisais un livre d'Alex Ferguson. Et sur les techniques de recrutement des joueurs. Et même chose, c'est repérer. Donc, c'est-à-dire qu'on va anticiper un besoin. Et ce que j'avais avant, et encore aujourd'hui, hein, je l'ai toujours, j'ai un fichier avec des talents que j'ai repérés et que je suis. Et quand j'en ai besoin, je vais dans ce fichier-là et c'est ce fichier-là que j'active. Ah, d'accord. Et donc, le repérage, ça va passer par quoi? Alors là, je vais pas au bord des terrains de foot, mais c'est un peu pareil. Je vais au bord des concours de cybersécurité, des CTF, D'accord. des conférences, des communautés, beaucoup dans les labos d'école aussi. Je participe beaucoup dans les labos d'école pour repérer. Trop bien. Je repère. Une fois que je repère, comme un coach, je le catégorise par une lettre. Et une lettre veut dire effectivement la précocité ou le niveau du talent, ou à quelle phase de son développement il est. Et en fonction de ça, déjà, je vais créer le lien avec ce talent-là. Donc, on va apprendre à se connaître, on va créer un lien et je vais le suivre. D'accord. Je vais le suivre. Est-ce que il va suivre la trajectoire potentielle que moi je lui avais donnée? Et après, quand j'ai besoin de recruter, je vais dans ce tableau-là et j'active ces personnes-là. Et là, effectivement, donc ça prend du temps, ça s'anticipe. S'il y a une demande urgente, tu as besoin de quelqu'un en urgence, effectivement, si tu n'as pas fait ce travail-là, tu peux pas. Il faut que tu t'acceptes en disant, je m'attendais de recruter et j'attends de repérer pour recruter la bonne personne. D'accord. Et après, comme tu les as repérés, tu as créé un lien et tu les as suivis, ça a deux valeurs. Le premier, tu as plus de chances d'avoir un talent. Et deux, le recrutement se fait super rapidement. Le gars te connaît et s'il veut te rejoindre, tu le signes hyper rapidement. C'est pas un process qui prend 6 à 10 mois. Ça va hyper rapidement. Hyper vite. D'accord. Et en faisant ça, ça permet de surveiller deux choses. Dans le recrutement, ça aussi, j'ai appris ça au Canada. Le plus important, c'est la partie soft skills, ce qu'on appelle. Carrément. Son état d'esprit. C'est pas la partie hard. C'est un élément qu'on regarde, la partie hard skill. Mais c'est des choses où on va regarder s'il y a une base, il y a des éléments. C'est très important. On va le repérer pendant les concours et tout. Mais ça va pas être le plus important pour moi. C'est vraiment la personne en elle-même. Comment son mindset. Comment il apprend. Comment il se débrouille. Comment il collabore. Voilà. Tous ces éléments-là, c'est ça qui est important. Et ça, pour le voir, c'est très dur de le voir pendant un entretien. Mais ça, on peut le voir quand on a repéré, quand on a connecté et qu'on a suivi la personne. Et puis pareil, en suivant les personnes, on discute aussi avec les gens. Oui, je le connais, il a fait telle chose. Ça permet, voilà. Moi, ça m'a permis de mieux calibrer et d'avoir un peu plus de garantie sur les soft skills de la personne parce que quand je monte une équipe, je sais exactement le type de personne ou le type de profil de personne qu'il me faut en soft skills. Parce que c'est vrai que quand tu construis une équipe, faut qu'il y ait quand même des synergies. Le soft skill, c'est quelque chose qu'on peut pas changer. C'est difficile, ou si on le fait, ça met du temps et on n'est pas psychologue ou quoi que ce soit, nous on est technicien. La partie hard skills, on peut faire si la personne est passionnée, elle arrivera à apprendre assez rapidement. Puis en plus, la cybersécu, ça bouge tellement vite que si quelqu'un a des soft skills et qui est curieux, les hard skills, il va les compléter assez rapidement, quoi. Et tu l'as dit, s'il est passionné, ça va aller tout seul. Ça va aller tout seul, exactement. En plus, quand tu es dans un écosystème où tout le monde se challenge, tout le monde essaie d'avancer vite, partage, collabore, là t'as gagné, quoi. Donc oui, d'accord, trop bien. Donc toi, networking à fond et tout le temps, constamment. Et repérage, passer du temps aux événements, aux concours, passer du temps. En gros, passer du temps avec les gens qui seront tes futurs membres d'équipe. Trop bien. Et on va parler par la suite, mais au final, aujourd'hui, l'élément qui est le plus important pour moi dans mon job pour réussir en cybersécurité et faire en sorte que la cybersécurité soit utile et ait de la valeur, c'est d'être entouré des meilleurs et d'avoir la meilleure équipe. Exact. Une fois que tu as la meilleure équipe, là, tu peux faire de la cybersécurité utile pour l'organisation pour laquelle tu travailles. Ok.
Donc oui, parce que là, je me rappelle, il y avait Ronnie Carta, qui est beaucoup présent dans les réseaux, qui était passé chez Mano Mano. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, bonne sélection. Bah, si t'as pas cette approche de repérage, comme des coachs sportifs, Ronnie serait passé en dessous les radars et Ah oui? on l'aurait pas eu. Pourquoi? Parce que Ronnie, c'était à l'époque, c'était un jeune de 18 ans qui avait que le bac, autodidacte. Incroyable. Aucune certification en sécurité, aucune formation académique sur ces éléments-là. On l'a repéré parce que voilà, networking, on l'a vu pendant des épreuves de bug bounty, pendant des CTF. On l'a suivi sur la partie soft skills et Ronnie est typiquement le genre de recrutement que j'adore. Un jeune talent à l'état brut avec un potentiel énorme. Où là, le challenge est top en tant que manager. C'est à toi de le polir pour que ça devienne une pépite. Et il avait les soft skills. Il avait aussi la partie hard skills. Mais en tant qu'autodidacte, donc il y avait une marge de progression énorme. Énorme, exact. Qu'il a pu faire. Et quand je l'ai embauché, c'était son premier premier job en CDI à 19 ans, juste avec un bac. Et il a intégré un super poste en termes de sécurité chez Mano Mano. Trop bien. Et ça, si tu fais pas le repérage, tu peux pas le faire. Ouais, j'ai pu le faire chez Mano Mano pour deux raisons. D'une, j'avais maintenant, j'avais cette bonne approche maintenant pour recruter. Donc, j'ai pu repérer. Et deux, chez Mano Mano, contrairement à Cdiscount, je suis arrivé chez Mano Mano pour monter la cyber from scratch. Donc, dès le début, j'ai pu expliquer. Et dès le début, la culture des fondateurs et de la boîte sur la cybersécurité était sur la partie penser comme un attaquant et l'humain. Trop bien. Donc là, c'est plus facile à mettre en place. Quand j'ai dû faire signer Ronnie, parce que dans d'autres entreprises, j'aurais eu des barrières de signer Ronnie à 19 ans, à CDI, à tel salaire, on m'aurait dit non. Le mec, il a juste un bac, on m'aurait dit non. Mais comme l'organisation était prête par rapport à ce paradigme et par rapport à cette philosophie, les fondateurs avaient compris ma stratégie en cybersécurité et pourquoi Ronnie était la bonne personne. Okay. Et ils m'ont autorisé à le recruter. Mais c'est quoi? Ils n'avaient pas le choix. C'était quoi les salaires d'une personne de 18 ans, de 19 ans chez Mano Mano? Alors, le problème, c'est que si je dis ça, on sait qu'on parle de Ronnie, donc il va m'en vouloir si je dévoile son salaire. Même si moi, j'ai aucun souci à dire les salaires et tout, mais là, c'est... Oui. Non, mais en fait, ça me concerne moi, j'ai pas de souci, mais oui, je suis d'accord. Ronnie, mais ce que je veux dire, c'est quoi la fourchette en fait d'un cybersécu? Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est les meilleurs joueurs, tu vois. C'est des numéros 10 dans une entreprise. Ça peut aller. Est-ce qu'il y a une barrière ou il y a aucune barrière? C'est comme dans la tech, il y a aucune barrière. Ok. Il y a aucune barrière. C'est difficile de mettre des ranges de salaire même dans la tech. Hein. Ça va être lié vraiment, ça va être lié déjà au marché, ça va être lié au timing, ça va être lié à la personne. Okay. Parce que on a vécu il y a 3 ans une bulle de la tech où là effectivement le marché était fait en sorte que les salaires étaient dans ce range. Aujourd'hui c'est différent. Yes. Il n'y a pas de range préformaté là dans la tech par rapport. Okay. Et encore moins dans la cybersécurité pour la simple raison c'est que on va se le dire, il y a une pénurie de talents. Donc il y a encore moins de règles. Exactement. Ouais, puis bisous à Ronnie. Ouais, grave. Bisous à Ronnie, carrément. Bah moi, quand j'ai travaillé aussi chez Mano Mano, j'ai vraiment apprécié la collaboration avec lui. C'était vraiment top. Donc, il avait trouvé un bug chez nous et on l'a corrigé assez rapidement. Parfait. C'était le bug à trouver et le bug utile. Exactement, comme d'habitude. Ok, passons. Donc, est-ce que tu trouves, toi, des certifications ou formations qui sont incontournables pour travailler dans la cybersécu? Incontournable, non. Non, ok. Pourquoi? Parce que de tout ce que je viens de dire depuis tout à l'heure, c'est l'autodidacte, penser comme... En vrai, ce qui est important, c'est savoir se débrouiller, apprendre par soi-même, être autodidacte, penser comme un attaquant, savoir penser différemment. J'ai une question. Quand tu dis penser comme un attaquant, imagine une personne t'entend et se dit je vais essayer d'attaquer. Si ça marche, pourquoi ne pas travailler dans la cybersécu? Je pense que c'est une très mauvaise idée, mais t'en penses quoi de ça? Alors, penser comme un attaquant, ça veut pas dire d'être quelqu'un de malveillant. Mais mais aujourd'hui, il y a des cadres pour penser comme un attaquant et s'entraîner comme un attaquant. On peut pas le faire comme ça librement. Parce que là, effectivement, légalement, ce n'est pas autorisé d'attaquer une entreprise. Exactement. On n'a pas le droit, c'est illégal. Mais il y a des cadres. Il y a des concours, ça s'appelle des CTF. Il y a des plateformes comme Hack the Box ou RootMe. CTF, c'est l'acronyme de... Capture the Flag. Ok. Capture the Flag, où effectivement, c'est des challenges qui ont été montés par des équipes avec des flags à trouver à des endroits. Et pour pouvoir accéder à ces flags-là, il faut passer par des portes, il faut contourner des systèmes, il faut contourner des éléments. Donc il faut compromettre ou s'introduire dans un système. D'accord, donc des événements qui sont
en ligne ou c'est carrément des conférences où tu dois te rendre et faire... Il y a les deux types. Il y a des plateformes en ligne, comme Hack the Box ou RootMe, Ok. où là, tu fais des épreuves. Et après, on appelle ça le CTF. Là, c'est un événement en lui-même, où effectivement, pendant une journée ou pendant une nuit, les gens se rassemblent sur un lieu physique et effectivement font le concours de hacking tous ensemble. Et après, on a aussi des plateformes de bug bounty, où là, c'est rémunéré, où on s'inscrit sur la plateforme de bug bounty. Sur la plateforme, il y a des entreprises, dont les entreprises par lesquelles je suis passé, Cdiscount et ManoMano, où on est inscrit sur ces plateformes-là, où là, il y a un cadre contractuel, où on dit aux gens qui sont inscrits sur ces plateformes-là, vous avez l'autorisation de nous attaquer sur notre prod, donc manomano.fr ou cdiscount.com, allez-y. Et si vous trouvez une vulnérabilité réelle et concrète, là, vous êtes rémunéré. Donc, il y a la partie vraiment entraînement sur des plateformes en ligne, là, c'est l'entraînement, mais il y a aussi la partie après plus monétaire, où on peut vraiment le faire, et on est rémunéré si on trouve des choses. Mais tout ça, toujours, ça, c'est encadré, et là, c'est autorisé. Donc là, il n'y a pas des jours où t'ouvres les portes pour dire... t'ouvres les portes. Quelques jours, tu dis pendant une semaine ou deux, les plateformes sont disponibles pour pouvoir les attaquer. C'est open bar tout le temps. Les gens peuvent nous attaquer ou attaquer l'entreprise et récupérer en fait un petit chèque. Je te pose la question, est-ce que tu penses que les acteurs malveillants piratent une semaine sur deux ou attendent de temps en temps? Le week-end, quand ils ont rien à faire. En vrai, elle est forte, hein, la phrase est simple, mais en vrai, quand tu tires la ficelle, c'est assez fort et ça va jusqu'au bout. Penser comme un attaquant, c'est global. C'est autant sur les techniques, autant quand le faire. Exact. Parce que typiquement, penser comme un attaquant, tu sais qu'un attaquant va t'attaquer aussi quand il va se passer un événement chez toi. Soit tu fais une migration, soit il y a un lancement promotionnel, ou soit tu sais que tes équipes vont être en stress parce qu'à ce moment-là, il y a le Black Friday. C'est les mêmes choses. Penser à un attaquant, c'est autant au niveau technique, au niveau... c'est un mindset. Au niveau contexte, au niveau mindset. Ok. Et donc, comme tu peux être attaqué 24h/24, il y a n'importe quel moment, soit week-end ou autre, il faut que ton site soit disponible pour ces acteurs éthiques qui sont autorisés à venir t'attaquer. Et après, le message quand même est fort. C'est que tu dis, ma plateforme est disponible pour vous, venez l'attaquer. Donc toi déjà, tu dois te baquer pour éviter de perdre de l'argent à donner des chèques pour tout et rien, quoi. Et c'est là que ça a été long parce qu'il faut réussir à changer le mindset des dirigeants et même des CISO et des RSSI, où à l'époque, c'était plutôt la sécurité, j'essaie de la cacher au maximum. C'est vrai. T'avais aussi une question un peu d'ego, de dire, trouver une vulnérabilité sur mes systèmes, non, il y a aussi de l'ego, on n'a pas envie, c'est vrai. On veut pas le montrer et tout. Et donc là, effectivement, le paradigme est totalement différent, c'est, je vais être transparent, et je vais être honnête avec les gens, venez me tester, et si vous trouvez des choses, tout le monde le sait, et c'est clair. Ça m'a mis du temps, hein, parce que j'étais un des premiers à faire du bug bounty en France à grande échelle, hein, sur de la production comme tous ces discounts. C'était en 2017-2018. Okay. Et c'était les premiers bug bounty à grande échelle en France. Énorme. Et là, aujourd'hui, maintenant, le bug bounty est beaucoup plus démocratisé. Oui. Mais il m'a fallu 3-4 ans pour réussir à changer le mindset des gens et à le faire. Et surtout, à leur démontrer la valeur et pourquoi c'était concret. Et effectivement, c'était de montrer, en disant aux gens, venez m'attaquer, ça avait énormément de vertus. C'était très vertueux. Pourquoi d'une? C'est-à-dire que tu as un niveau de confiance. Exactement. Tu as un niveau de confiance, tu dis allez-y. Exactement, ouais. C'était hyper efficace parce que quand ils trouvaient quelque chose, c'était réel et honnêtement, waouh, on l'avait pas vu. On est bien content de l'avoir trouvé, de l'avoir et qu'on corrige. Exact. Et puis surtout, c'était une extension de l'équipe sécurité parce que chez Cdiscount, on était une dizaine. Là, au lieu d'être seulement 10 à essayer de faire en sorte que Cdiscount était sécurisé, on était 10 plus tout le monde, quoi. Tout le monde à travers le monde. C'est des communautés internationales. Exact. On avait des Indiens, bref, de tous les pays, des Russes et tout ça. Donc, tu t'élargis ton équipe de sécurité. Et ce que j'expliquais à chaque fois à mes dirigeants, c'était le risque zéro est impossible. Ça, il faut vous dire la vérité, qu'on va vous le dire. Risque zéro, c'est impossible. Il faut en être conscient. Et la seule mission qu'on a, c'est de la vitesse, c'est d'avoir le plus d'acteurs éthiques avec nous que d'acteurs malveillants contre nous. Trop bien. Puis en plus, ils savent qu'ils seront rémunérés. Donc, voilà, quoi. Et en plus, derrière, ils sont rémunérés. Donc, quand ils trouvent une critique, oui, ça te coûte cher, mais t'es content de l'avoir trouvé. La stratégie, c'est recruter après des gars qui trouvent des vulnérabilités critiques chez toi. Ouais, c'est pas mal, ça. Non, mais c'est un moyen de repérage. Et, oui. Et c'était un cas de figure chez ManoMano,
C'était un Français. Un Français qui nous a trouvé... la critique chez Mano était à 10 000 euros. Il nous a trouvé une critique à 10 000 euros et derrière, on lui a proposé un contrat pour venir nous rejoindre et il nous a rejoint. Trop bien. Ah oui. Bah, il me coûtait moins cher en interne. Ah bah. J'espère qu'il gagnait plus que 10 000 euros. Non, je plaisante. Mais après, pour fermer la parenthèse des bug bounty, c'est plus vous êtes en confiance, plus vous augmentez aussi le chèque. C'est ça. Au début, quand on commence le bug bounty, qu'on a un niveau de maturité assez bas, on peut commencer sur des montants à 500, 1000 ou 2000. Okay. Puis après, on augmente 5000, 10 000, on peut monter à 20, 30 000. Bref, typiquement, les bug bounty de Google ou d'Apple, ça va au million. Ça peut aller à 500 000, 1 million. Ou autre. Exact, énorme. Ok, bah voilà, on vous encourage à faire du bug bounty et puis si vous voulez vous expérimenter à la cyber, et puis comme ça, vous serez peut-être recruté. Et en plus, ça fait oui. Et en plus, vous pouvez gagner des bounties, donc de l'argent et vous entraîner à la cybersécurité. Carrément. Quelles sont tes expériences qui t'ont permis de développer un peu ta crédibilité en tant qu'expert? Bah, c'est un peu ce que je dis depuis tout à l'heure. C'est d'arriver avec une approche différente. Une approche différente qui va avoir de l'impact pour l'organisation. Et donc, effectivement, je suis arrivé avec une approche différente. C'est comment faire en sorte que la cybersécurité... Toi, au début, c'était un gros mot de dire que la cybersécurité apporte de la valeur. Les gens, ou soit utile, ils disaient, mais c'est pas utile, ça apporte pas de valeur. C'est un sujet qui coûte de l'argent et c'est juste pour nous protéger. Mais voilà. Apporter cette vision-là, en disant, voilà, la cybersécurité, ça doit être comme n'importe quelle fonction dans une organisation. Il faut que c'est du sens, il faut que ça apporte de la valeur et il faut que ça soit utile. Et c'est seulement en faisant ça que on peut onboarder l'ensemble des collaborateurs d'une organisation à faire de la cybersécurité, à comprendre pourquoi c'est important de la cybersécurité. Et donc voilà, tout ce travail de rendre le sujet transparent, clair, parce que ça veut dire comment, on va dire, évangéliser et démocratiser la cybersécurité auprès de tous les collaborateurs. Donc voilà. Et même, tout bête, de poser une stratégie, cybersécurité au niveau du business, c'est aussi des éléments qui ont contribué à tout ça. Donc voilà. Des stratégies claires, transparentes, 2 piliers. Penser comme un attaquant, donc l'offensif, le bug bounty, les hackers éthiques, l'humain, se concentrer énormément sur l'humain, parce que je défendais un peu à l'inverse des autres aussi, l'humain n'est pas le maillon faible, mais le maillon fort. Parce que tu as beau utiliser toutes les technologies, même de l'IA et autres, à chaque fois, il y aura une action humaine qui est nécessaire pour la réussite d'une cyberattaque. C'est vrai. Et donc, au final, entraîner tes collaborateurs, je dis pas sensibiliser, entraîner, peut-être qu'on en parlera après, mais les entraîner, donc les piéger. Quand un collaborateur s'est fait piéger une fois, il ne se fera pas piéger une deuxième fois. Et si lui, il a entraîné, il pourra éviter beaucoup de cyberattaques pour l'organisation. Donc voilà, tous ces éléments-là. Donc prendre des risques au final. Prendre des risques en disant, je vais pas patcher toutes les vulnérabilités. Je vais me concentrer que sur telle vulnérabilité. D'accord. Je vais faire l'effort de connaître mon ennemi. Je vais pas être généraliste sur toutes les cybermenaces. Je vais passer du temps avec mes collaborateurs. Je vais faire du bug bounty. À l'époque, faire du bug bounty, c'était innovant et tout le monde n'en faisait pas. Voilà, c'est en apportant cette approche-là et surtout d'avoir toujours ce souci que ça soit pragmatique et que ça apporte de la valeur à tout le monde dans l'organisation. C'est ça qui a permis de, je dis pas apporter de la crédibilité, mais d'essayer d'apporter quelque chose de nouveau dans la cybersécurité. C'est vrai que au tout début de ma carrière, les personnes dans la cybersécurité, je les voyais pas du tout. Tu vois. Plus on avançait, notamment avec Cdiscount et Mano, là j'ai pu échanger, on a pu échanger sur des vulnérabilités, savoir être sensibilisé, etc. Donc je trouvais ça un peu plus intéressant parce que nous aussi on s'élevait, tu vois, on arrivait aussi à apprendre des choses et à sécuriser le code qu'on développait. Donc je trouvais ça plus intéressant d'évoluer aussi là-dessus parce que quand tu es développeur, tu as plusieurs pans à faire attention, comment sécuriser ta base de données, comment sécuriser les accès au site, etc. Donc, et j'étais aussi pareil, où j'ai aussi entre guillemets pris des risques ou innové, c'était mes équipes étaient composées presque à 100% seulement d'éthical hackers, de profils ethical hackers. Donc voilà, aussi ce type de profil n'était pas à l'époque recruté par les entreprises, il les recrutait pas. Et moi je me suis mis à les recruter et mes équipes, tu prends Mano, c'était presque du 100% ethical hackers. C'était quoi à la base? C'était des développeurs des administrateurs. Administrateurs. Des administrateurs de firewall, des experts en réseau sécurité. Voilà, donc voilà, vraiment sur des sujets plus infrastructure ou de la configuration d'outillage. D'accord. Et aussi des architectes. Et là, on était plus sur les ethical hackers qui n'étaient pas là pour mettre les bases défensives ou les bonnes pratiques, mais qui étaient là pour piéger. Mais indirectement, on le faisait avec eux. Priorité d'abord en piège, ils trouvaient les vulnérabilités et après ils corrigeaient avec les développeurs ou les équipes plateformes. D'accord.
Et en faisant ça, l'avantage de faire ça, parce que ça a toujours été mon objectif, c'est comment faire en sorte que l'équipe sécurité ne soit pas le bottleneck ou que tout le monde soit dépendant, que l'organisation puisse vivre sans eux. Sans eux, d'accord. C'est faut pas que ce soit l'équipe sécurité qui fasse les corrections. Et donc au final, en ayant des ethical hackers, mais surtout avec les bonnes soft skills, c'est pourquoi Ronnie aussi, on l'avait embauché Ronnie, il avait un pitch, il avait une communication, il avait le sourire, il avait envie de parler aux gens, il voulait rendre le sujet. La cybersécurité, pour lui, c'était une passion, mais une passion qu'il voulait transmettre. Exact. Et on cherchait des gens comme ça. Parce que quand tu vas voir un développeur, tu lui expliques, on a trouvé telle vulnérabilité, mais tu lui expliques avec le smile, tu lui dis que voilà, c'est concret, on a une vraie vulnérabilité et qu'on va la corriger ensemble. Et t'expliques aussi pourquoi il faudra la corriger, parce que regarde, ça implique ça, etc. Et tu la corriges avec lui la première fois, et t'es excellent là-dessus. Bah, il fera pas la deuxième fois la deuxième erreur. Et puis surtout, tu rends de plus en plus, je vais pas dire autonome, mais tu fais monter en compétence tes équipes dev, plateforme ou même métier sur ces sujets-là pour pouvoir s'occuper des sujets de cyber. Carrément. Et toi, comment t'arrives à construire cette expertise-là en dehors du cadre académique? Parce que toi, tu m'as parlé aussi des bug bounty, des CTF. Est-ce qu'il y a aussi des projets open source, ce genre de choses où tu peux devenir un peu plus solide en cyber? Après, non, mais c'est il y a tout. Après, quelque chose qui est quand même assez important, et ça je l'ai vu avec ma formation et puis je le vois aussi avec les gens que je bosse, c'est hyper important. Ouais, la cybersécurité, tout le monde, on va tendance à vouloir dire que c'est un travail de spécialiste. Et tout le monde va dire que ce sont des spécialistes, mais au final, ce sont des généralistes avec des forces. On peut pas faire de la cybersécurité si on n'a pas compris toute l'architecture de la tech, du SI. Donc on a besoin d'avoir une compréhension globale du network, de l'infra, des applications web, mobiles, des Active Directory, de l'ensemble. On a besoin de comprendre tout ça. Pour après, effectivement, pouvoir... Parce qu'au final, la cybersécurité, c'est pas une porte qui s'ouvre, et je comprends bien un système. Souvent, on appelle ça, il y a de la supply chain, il y a des liens, voilà, c'est de l'embriquement. C'est de l'embriquement. Donc il faut... Souvent, si on n'a pas cette compréhension globale, on peut passer à côté de choses magnifiques. Et donc... Magnifique en termes de trouvailles, mais pas en termes d'impact. Ouais. Okay. Et donc c'est important. Et c'est important d'avoir quand même une formation assez globale, au final, d'architecte, d'architecte ici. Sans devenir pareil un expert ou un spécialiste de l'architecture, mais d'avoir cette compréhension globale d'un SI et tech. Et après, une fois qu'on a ces éléments-là, effectivement, comme toute personne, on va avoir des forces. Donc on va avoir des personnes des experts en cybersécurité. Leur force, ça sera plus le pentest, ou ça sera l'Active Directory, ou ça va être le mobile, ou des choses comme ça. Ils vont avoir des forces. Okay. Mais ça n'empêche pas qu'ils doivent avoir une compréhension globale. Et donc, en fonction de leurs forces, effectivement, ils peuvent passer après des formations spécifiques par rapport à ça. Mais effectivement, il n'y a pas de formation écrite parce que faut être autodidacte, il faut participer au concours, il faut... Comment moi, je me suis développé, ça a été effectivement... En gros, c'est en apprenant avec les autres, c'est en discutant, en échangeant. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup bouquiné. Au final, les meilleures recettes restent encore dans beaucoup de bouquins, même dans des anciens bouquins. C'est vrai. Dans des très vieux bouquins. Je bouquine beaucoup, je discute beaucoup, j'échange beaucoup. Donc, soit pendant les CTF ou des bug bounty, soit avec des communautés aussi d'autres CISO et RSSI. D'accord. Donc voilà, j'ai monté des communautés, j'ai organisé pas mal de meet-up, pas mal de rencontres, de partage. Et c'est là-dessus, tu t'inspires, tu prends, et après, tu essaies de faire ce qui va avoir le plus de valeur pour toi. Mais voilà, c'est de pas être seul et vraiment de partager, d'écouter et discuter. Et ça, je pense que c'est ça qui te permet d'apprendre pas mal de choses et d'évoluer là-dedans. Carrément. Bah, tout ce qu'on fait là. Voilà. Ok. Là, tu vois, je reçois beaucoup de mails, tu vois, pour dire on s'est fait hacker, notre base cliente a fuité, veuillez mettre à jour votre mot de passe, ce genre de choses. Donc, on a eu notamment Garmin. On leur a demandé des rançons ou quoi que ce soit. On sait jamais s'ils les ont payés ou pas. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Si ça t'arrive, qu'est-ce que tu ferais? Alors, ça m'est jamais arrivé, mais t'as du bois ou pas? Tu peux toucher du bois? Ouais, il y a du bois, il y en a partout. Je le dis, le risque zéro est impossible. Et exactement. ça peut arriver à tout le monde. Non, ça m'est jamais arrivé.
Après, j'ai eu des incidents de sécurité à gérer, mais pas à ce niveau-là. J'ai réussi à chaque fois à protéger au mieux. Mais non, quand je vois à chaque fois, je lis dans la presse, ça soit la base de données de Free ou de la sécurité sociale ou Garmin, je suis désespéré parce que c'est des millions et des millions de données, et après voilà, c'est revendu, et puis Mais Garmin, t'as tout l'état de santé de personnes, tu vois. Et on peut pas revenir en arrière. On peut pas, oui. Voilà, la donnée, et ce sont des données qui sont pas effaçables et qui vont pas changer dans le temps. Ton nom, ton prénom, tous ces éléments-là, ton numéro de sécurité sociale et autres. Donc c'est extrêmement dommageable, et à chaque fois que j'apprends des fuites de données, ça me tue. Mais j'ai envie de dire, c'est notre actualité, c'est le contexte actuel. C'est pas étonnant qu'on ait de plus en plus de cyberattaques et de fuites de données. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des services aujourd'hui, on le voit, hein, dans notre quotidien, tout est digitalisé. Donc ça va avec. De plus en plus de services sont digitalisés. Donc le risque augmente avec, et le nombre de cybermenaces est en pleine explosion. Mais c'est linéaire à l'explosion du numérique dans notre société et dans d'autres mondes. Donc, est-ce qu'il y a plus de cybermenaces qu'avant ? Non. C'est juste qu'on en a énormément parce qu'on a un monde de plus en plus digitalisé. On est encore amateur dans le domaine, d'où les fuites de données. Mais on va gagner en maturité, et on va être des entreprises et des organisations privées et publiques, parce qu'il faut pas oublier aussi toutes les organisations publiques ou les ONG qui ont aussi énormément de millions de données très critiques et essentielles pour la vie de l'association, que aussi pour ses bénéficiaires, vont gagner en maturité et réussir à relever ce défi-là. Et le premier levier, c'est le bug bounty, parce que tu l'as très bien dit, il y en a dans tous les sens. Le meilleur moyen pour que ce soit le plus efficace et le plus rapide, c'est de trouver avant les acteurs malveillants. C'est juste une question de vitesse. Et comment ça se passe si, admettons, vous avez quelqu'un a trouvé un bug bounty, a remporté en fait la mise d'un bug bounty, a trouvé une faille de sécurité. Comment ça se passe dans l'équipe ? Est-ce que vous avez, c'est pas moi, de la culture de l'échec, de se faire attaquer ? Est-ce que c'est quoi les Non, c'est pas un échec. C'est pas un échec. Quand quelqu'un trouve une vulnérabilité chez nous, on est à chaque fois heureux quand quelqu'un nous alerte avant qu'on l'apprenne par un incident de sécurité ou par un autre moyen. Donc parce qu'on l'a toujours transformé que c'est un travail collectif. Quand un développeur a mal sécurisé son code et tout ça, voilà, l'idée c'est toujours comment le prendre de façon pédagogique pour apprendre, pas de cet échec, mais de cette erreur-là, pour être excellent. Et on a un principe, c'est que on a le droit de faire des erreurs, mais on n'a pas le droit de refaire la même erreur tout seul. On l'a fait une fois, mais à nous de pas la refaire. Okay. Et les échecs, c'est toujours collectif. Donc non, on a toujours mis une philosophie de des fois on va se casser la gueule, des fois ça va pas fonctionner comme on le souhaite, des fois on va avoir peut-être des vulnérabilités et on aurait pu les éviter. Mais notre job, c'est faire en sorte pour minimiser ce risque-là, mais le risque est toujours présent, et quand ça arrive, c'est plutôt comment être meilleur par la suite, comment ne pas le reproduire, comment apprendre. Donc c'est beaucoup de feedback, d'amélioration continue, beaucoup d'encouragement aussi, de dire c'est pas grave, on se relève et on y va et on retente. Et au contraire, si jusqu'à aujourd'hui on a réussi à faire des choses assez performantes en termes de stratégie cyber dans nos organisations, c'est parce qu'on a pris des risques. Donc il faut continuer à prendre des risques. Mais non, il faut juste apprendre. Il faut juste apprendre et continuer à avancer. Donc ne pas s'arrêter sur une erreur et avancer. Totalement. Il faut surtout pas, parce que c'est comme ça qu'on va être encore plus utile. C'est en apprenant de nos leçons passées, de notre expérience. Pour toi, comment on arrive à gagner en visibilité et en influence ? Comment tu arrives à partager et bâtir une communauté ? Tu as dit tout à l'heure que tu en as créé même plusieurs, et des grosses communautés. Comment ça se passe et comment ça fonctionne ? Je crois que je l'ai dit à peu près. Ce mot-là, vous allez l'entendre plein de fois. Déjà, de faire quelque chose qui est utile. Oui. En vrai, c'est pas une histoire de marketing, d'aller faire plein de confs, d'aller parler d'un sujet et de se rendre visible. En vrai, c'est pas un sujet de visibilité, c'est faire quelque chose d'utile. Et comme il est utile, bah là, c'est intéressant de le transmettre et de le partager. Et après, indirectement, oui, ça va apporter de la visibilité et de la crédibilité et de l'influence. De l'influence, mais c'est pas influencer, c'est transmettre. C'est que, effectivement, ce que j'ai appliqué chez Cdiscone, ce que j'ai pu appliquer chez Mano Mano, en plus from scratch, donc là, j'ai vraiment pu le déployer à 150%. Et le succès qui a été derrière, c'était voilà, c'est mon expérience.
Je dis pas que ça marche partout. Je dis pas que je suis une référence. C'est dans mon expérience, voilà ce qui a super bien marché et j'ai envie de le transmettre. Je vais vous expliquer ce qui a marché et ce qui pourrait être intéressant peut-être à adapter dans nos futures stratégies de cybersécurité pour que vous ayez encore plus d'impact. Je vous dis pas d'arrêter de faire du défensif, de la norme, de la conformité, des choses comme ça, mais voilà les éléments supplémentaires à ajouter dans vos stratégies qui, je pense, peuvent vous aider à faire en sorte que la cybersécurité soit plus utile. Et donc voilà, et donc effectivement, ça va passer par beaucoup de conférences. Donc j'ai été voir les grosses conférences cyber pour essayer d'avoir un slot pour pouvoir aller parler du sujet, des tables rondes, des interviews, de la presse, participer à des events cyber organisés. Des events cyber, j'en organise à Paris et à Bordeaux. C'est quoi les noms que tu organises? Faire un peu de pub. À Bordeaux, je crois que je vais me faire engueuler par le staff parce qu'à chaque fois on a toujours un doute. C'est la 12 ou la 13e ou 14e, bref, 10. C'est édition de la Stack à Bordeaux, qui est un événement cybersécurité à Bordeaux, quoi. Donc c'est une journée de conférence à la Cité du Vin. À peu près 250 personnes, des sujets très très techniques et passionnants. Et le soir, on fait un CTF. Donc un capture the flag monté par l'équipe, par le staff de la Stack, où là c'est à l'hôtel de ville, dans les salons de l'hôtel de ville, à Péberlan. Et là, toute la nuit, de 20h à 8h du matin, concours CTF avec remise après de prix et de classement. Dur. Et ça, on fait ça tous les ans. Donc c'est l'occasion aussi de pouvoir parler et d'intervenir. Et j'organise aussi tous les ans. Alors c'est plus récent, c'est la 2e édition là. Là c'est sur Paris, au ministère de l'économie. C'est le grand live hacking solidaire qui est en lien avec l'association que j'ai montée, cofondée en 2021, qui s'appelle Hack for Values. Où le principe c'est, j'ai voulu apporter ce que j'ai appris, implémenté et que ça a fonctionné pour aider les ONG contre les cyberattaques. Et donc au final, c'est un bug bounty gratuit pour les ONG. Donc j'ai une communauté de plus d'une 50aine de hackers éthiques bénévoles. Et cette communauté fait du bug bounty continu, 24 heures sur 24, gratuitement, sur les ONG. D'accord. C'est pas mal. Pendant une journée ou Toute l'année. Toute l'année, d'accord. Et en général, il y a beaucoup d'échanges. Même chose qu'un programme commercial Bug Bounty. Donc l'association, on est là pour gérer la communauté de hackers éthiques, d'accompagner les ONG, s'assurer que les rapports soient de bonne qualité et de faire que ce soit fluide. Et c'est un vrai succès. Et on en est très heureux. Et pourquoi on est très heureux, c'est que c'était un moyen pour nous de mettre notre expertise, donner du sens à notre expertise et d'avoir un impact positif. Et aujourd'hui, les ONG qui ont des risques autant voire pire que n'importe quelle organisation en termes de cyberattaque ou cybermenace, parce qu'effectivement, une ONG sur deux peut faire faillite suite à une cyberattaque. Une cyberattaque, tu peux perdre tout ton apport financier, tes dons, la confiance de tes donateurs. Tu vas avoir des impacts opérationnels sur les systèmes aujourd'hui pour la coordination d'opérations sur le terrain, que ce soit de la livraison de vaccins ou des choses comme ça. Oh la vache. Faut savoir qu'il y a plus d'1 milliard de personnes sur Terre qui dépendent d'ONG, et aujourd'hui une cyberattaque peut arrêter toutes les activités et ses aides pour ses bénéficiaires. Et les ONG ont les mêmes problématiques, elles ont moins de moyens, moins d'équipes sécurité. Bah oui. Et ce qu'on leur a proposé, c'est que quelque chose d'utile. Voilà, on va faire du bug bounty. Gardez vos efforts et votre argent pour les bénéficiaires. Trop bien. Et nous, on va vous trouver des choses réelles. Et quand c'est réel, mettez vos efforts dessus pour le corriger. Et donc, ils bénéficient d'une communauté internationale. Très, très efficace, on trouve quelque chose, ils corrigent et on évite un incident de sécurité. Énorme. Au moins là, tu vois l'impact et ça a énormément de valeur. Donc je comprends maintenant le nom Hack for Values. Voilà. Et donc c'est un événement. Et donc tous les ans, au ministère de l'économie en collaboration avec la ministre du numérique, on organise cet événement où on fait venir nos ONG, nos ethical hackers, et pendant toute la journée on fait du bug bounty. Trop bien. Donc on a parlé de comment aussi s'entourer des meilleurs. Innover, je trouve que c'est un peu difficile, tu vois, dans la cybersécurité. Quand quelqu'un a un CDI et en place dans une entreprise, comment il arrive à innover? Est-ce qu'il a le droit de faire des bug bounty dans d'autres entreprises? Est-ce qu'il a le droit est-ce que son contrat lui permet de faire ce genre de choses? Tu sais, 100% des cas, c'est pas le contrat qui bloque, c'est le manager. C'est une question de ton manager, qu'est-ce qui te permet de faire. Et on peut toujours innover. Et en cybersécurité, on peut innover. On peut innover en trouvant des 0 day. Donc, c'est-à-dire qu'une vulnérabilité qui n'est pas aujourd'hui connue avec un patch, mais qui impacte tes systèmes, ce qui était le cas de l'équipe sécurité Mano Mano. Ils ont trouvé une 0 day qui nous impactait et qui était inconnue
je vais pas citer quel fournisseur c'était ou quel éditeur de solution. Donc là, t'innoves. Donc tu trouves une zero day et que tu fais après faire patcher et puis après tu partages avec la communauté internationale et tu peux faire après un super blog ou un super article dessus sur ta trouvaille. Donc tu peux innover techniquement sur des vulnérabilités que les autres n'ont pas trouvées. Tu peux innover de comment faire en sorte que la cybersécurité soit encore plus forte dans ton organisation. Donc ça va être par des ateliers que tu vas organiser, par des pièges que tu vas faire, sur comment tu vas l'apporter, comment tu vas le présenter. Donc non, tu peux innover par des événements que tu vas organiser, mais sous un format particulier. Tu peux innover aussi. On avait créé une plateforme. On avait créé une plateforme on avait fait un capture the flag interne, où c'était une plateforme concurrente d'un e-commerçant dans le bricolage, sans citer son nom, qu'on avait monté en interne, et tous les collaborateurs devaient effectivement essayer de pirater cette plateforme-là. Donc, et après, derrière, il y avait des lots à gagner. Mais on peut toujours innover. En vrai, c'est comment faire quelque chose de façon différente pour que ça soit, mais toujours avec... que ça soit ludique. Voilà. Et que ça apporte quelque chose à tout le monde. Très bien. De l'autre côté, comment t'arrives toi aussi à éviter les pièges ? Donc là, on parle de comment on arrive à innover, mais comment on fait pour éviter les pièges, ce qu'on parlait tout à l'heure de référence, mais quand tu vois une personne veut être dans la cybersécurité, comme tu disais tout à l'heure, il faut être généraliste, peut-être que ça peut arriver vite, tu vois, le syndrome de l'imposteur, où quelqu'un se dit toujours je veux pas être non plus, je suis pas assez pointu dans ce domaine-là, je sais pas si je peux travailler dans la cybersécurité, c'est un domaine assez vaste, j'ai pas réussi à gagner mon premier bug bounty, comment ça se passe ? Alors le syndrome de l'imposteur, c'est humain, on l'a tous, et je l'ai toujours, on l'a toujours et on l'a. Et je pense que c'est important d'avoir conscience du syndrome de l'imposteur. D'une, ça permet de rester humble. Et surtout, de pas rester, on va dire, dans ses positions et savoir se réinventer à chaque fois, se remettre en question et casser le statu quo. Et donc, le syndrome de l'imposteur, il est humain, on l'a toujours, et il faut qu'il nous serve pour effectivement se réinventer et casser le statu quo. Après, il faut pas qu'il nous bloque. Faut pas qu'il nous bloque en disant je peux pas faire mon job, je prends pas de risques, je prends pas de choses. Et pour pas que ce soit un bloqueur, il faut savoir que le syndrome de l'imposteur, tu l'as pas en équipe. Tu l'as quand tu es tout seul. Et donc si tu fais ce que j'ai dit, tu recrutes les meilleurs, tu te montes une super belle équipe, il y a plus de syndrome de l'imposteur. Parce qu'en équipe, tu l'as pas. Parce que c'est chaque membre de l'équipe, c'est un collectif, et toi-même tu sais que sur tel élément t'es moins bon, mais que un tel dans ton équipe, lui, il est très bon. Et ensemble, vous allez pouvoir effectivement apporter tous ces éléments-là, et sans que le syndrome de l'imposteur soit un point bloquant. Donc, il faut s'entourer des meilleurs, avoir une super équipe. Donc voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, avoir les soft skills, comme ça, si déjà tu peux poser la question à quelqu'un et tu sais très bien que tu vas être bien accueilli et que la personne va te répondre. Tu sais, j'ai toujours fait en sorte de recruter meilleurs que moi, et même de recruter des gens qui avaient totalement le potentiel de prendre ma place par la suite et autres, parce que c'est pas grave, ça fait grandir tout le monde, et moi-même ça me fait grandir, ça te challenge, et je fais pareil aussi, ouais. Et j'ai pas honte de dire, il y a des je suis pas un hacker techniquement, bien longtemps je suis pas fait de technique, et je suis à des années-lumière du niveau des gars de mes équipes, tu vois, mais mon job il est plus là au final. Mon job c'est comment faire en sorte que les gars de mon équipe soient encore les meilleurs, qui prennent du plaisir à travailler, qu'ensemble, ils ont tous de l'impact pour l'organisation, et surtout, qu'on protège l'organisation. Et donc voilà, après, c'est tous ensemble. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir, c'est de monter la bonne équipe. Et quand je suis arrivé chez ManoMano, ma première action, ça n'a pas été de faire des éléments techniques, d'installer des outils, surtout pas d'installer l'antivirus. C'était pas faire tout ça, c'était comment je monte une stratégie, comment je la rends compréhensible par toute l'organisation, et comment je recrute. Est-ce que tu as déjà fait des erreurs dans tout ce que tu viens d'énoncer ? Oui. J'ai déjà fait... j'en ai fait plusieurs, hein, pas une. Hein. J'en ai fait plusieurs. Mais une erreur que j'ai pu faire, j'ai même fait 2 fois. Et je la ferai plus jamais au monde. Ah bah sympa, t'as dit tout à l'heure qu'il faut pas faire 2 fois la même erreur. Ouais, mais je l'ai fait une fois au Canada, une fois en France. Je sais pas si ça compte quand tu changes de pays. Non, ça va. Quand tu changes de pays. Ça va. Bah oui, je l'ai refait 2 fois la même erreur. Et c'était plus facile à gérer au Canada, et un peu plus loin en France. C'est mal recruté. Ah oui. Mal recruté, et tomber dans cette erreur-là,
de dire ok, c'est pas grave, je recrute. Je dois recruter trop vite T'as et un pas la bonne doute? personne. Ouais. Et aujourd'hui, c'est clair, si j'ai une urgence ou autre, je préfère ne pas recruter Bah, pareil. et trouver des solutions, des alternatives pour gérer cette transition, même si c'est de 6 mois, mais d'être sûr de recruter la bonne personne. Et j'ai fait 2 erreurs, j'ai pas recruté les bonnes personnes. Pas parce qu'elles étaient incompétentes, c'est pas ça, hein. Elles avaient leurs compétences, mais elles avaient pas. Alors, on n'était pas alignés sur les soft skills et ça matchait pas par rapport à ma vision, à nos stratégies, comment on voulait faire évoluer les D'accord. sujets. Et ça matchait pas avec la mission. Et ça, j'ai fait 2 fois, j'ai recruté trop vite. Bon, c'était à mes débuts. Et ça, je le referai plus jamais. Et là, aujourd'hui, maintenant, avec tout le framework que je suis mis en place, repérage, recrutement et tout, c'est clair que si je préfère rester 6 mois, 12 mois avec une ressource en moins que mal recruter. Parce que c'est un désastre pour la personne en elle-même, Et pour l'équipe? pour l'équipe. Mm. Ça, c'est le plus gros désastre parce que Oui. tu peux avoir une super équipe avec des talents, mais si t'as un élément qui est pas à la bonne place, ça peut être un désastre pour ton équipe, un désastre pour la personne individuellement parce qu'elle prend pas plaisir. Exact. Et puis après, pour toi, en tant que manager, comment gérer effectivement cette transition, cette sortie et tout. C'est de l'énergie que tu mets en plus et que tu focuses pas sur un autre sujet qui devait être plus intéressant et ça puis te au mange final, la vie, quoi. et puis souvent, on réalise pas, mais l'outboarding d'une personne, ça prend presque plus de temps que l'onboarding d'une personne. Parce que Bah, surtout en France. j'ai toujours fait non, et puis même de bien le faire. De bien le faire, oui. Bien le faire, parce que bien le faire, c'est lui expliquer à la personne, parce que t'as tout un travail aussi d'acceptation, de dire, bah, ça fonctionne pas aujourd'hui pour telle et telle raison. C'est pas grave, mais c'est parce que c'est pas la bonne position pour toi dans telle organisation, mais dans d'autres organisations, et comment l'accompagner pour que cette personne-là puisse aussi Grandir là-dessus. grandir et apporter. Alors, les 2 mauvais recrutements que j'ai pu faire, le seul point positif, c'est que les 2 sorties sont très bien passées, où les gens, entre guillemets, m'ont remercié en disant, oh non, c'est ok. Pas de problème, j'ai compris et on avance comme ça. Mais ça prend du temps et ça porte un préjudice à l'équipe. Ouais. Ah bah oui. Et donc oui, Canada, c'est plus simple, c'est 2 semaines. Oh la vache. En France, c'est un peu plus long. Ah ouais, 2 semaines. Ouais. Ah oui. Mais ça n'empêche pas que c'est plus intense. Il faut faire le truc bien, mais en 2 semaines. Ah oui. Mais tu peux avancer plus vite. Ok. Après, ils retrouvent du travail rapidement aussi là-bas. C'est vrai que En France aussi, hein, dans la tech et la cybersécurité, on retrouve facilement aussi. Hein. Là, tu penses que le marché, si t'as une visibilité, le marché, il est comment là actuellement? Il y a du besoin. Il y a du besoin? Dans la tech, il y a du besoin, et dans la cyber encore plus. Il y a une vraie pénurie de. Ouais, c'est un sujet qui a pris tellement une place importante dans les organisations par rapport effectivement, maintenant les incidents de sécurité, cette prise de conscience, elle est là maintenant. Et donc c'est devenu un sujet vital et important. Mais en termes de people, c'est pas encore, on n'a pas assez de gens encore. Pour toi, si t'as des conseils à donner pour ceux qui veulent se lancer, si t'as 3 conseils à donner, quels seraient-ils? Voilà, si tu devais donner 3 conseils à un passionné qui veut devenir une référence dans la cybersécurité. Le premier, c'est, moi je le redis, concentre-toi d'abord, penser comme un attaquant. Toute la partie après, bonne pratique, défensif, conformité et tout, qui sont des éléments importants, ça va venir par la suite. Et tu devras aussi les apprendre. C'est important de les apprendre. Mais c'est vraiment penser comme un attaquant. C'est-à-dire que prends du temps à connaître tes ennemis. Je travaille dans l'e-commerce, je travaille dans le leaks, apprends à connaître qui sont tes ennemis, quel type de vulnérabilité tu pourrais avoir et quel type d'attaque tu peux avoir. Donc on appelle beaucoup ça de la threat intelligence. Passe ton temps à comprendre tes menaces. D'accord. Une fois que tu as compris tes menaces, et qu'est-ce qui peut motiver ces attaquants à venir t'embêter. Donc ça, c'est pas technique. Mais prends ton temps à comprendre ça. Une fois que tu as compris ça, tu te mets dans leur tête et tu essaies après de te pirater. En te piratant, et surtout même quand tu commences même un nouveau job, c'est très bien. C'est quand même, tu vas découvrir l'entreprise, comment elle fonctionne, ses faiblesses et tout. Et surtout, tu vas pouvoir commencer à révéler des choses concrètes et utiles pour ton organisation. Et donc même pour te former, pour apprendre, pense comme un attaquant, puis après tu vas tirer des bouts de ficelle et tu vas tomber sur un type de vulnérabilité. Cette vulnérabilité, ça va être sur telle technologie, tu vas creuser, ça va vouloir dire de mettre telle mesure de sécurité en place, et hop, tu vas retomber après sur les bonnes pratiques et la défense. Mais attaque cet élément-là parce que c'est moins vertigineux, d'une, Exact. et c'est plus utile et plus pragmatique. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est oublie pas que l'humain est hyper important.
toi en tant qu'humain et tes relations avec l'ensemble des humains, donc au sein de ton organisation à l'extérieur. Crée du lien avec tes équipes, avec tes équipes, avec tes développeurs, avec tes SRE, avec les équipes business et tout. Crée du lien. Parce que seul, t'auras pas d'impact. Avec ce lien-là, ça va surtout te permettre, parce que souvent la plus grande frustration de quelqu'un en cybersécurité, c'est de trouver une vulnérabilité qui n'est pas corrigée. Exact. Et il y a un mantra que j'utilisais, que j'utilisais beaucoup, c'était connect before correct. C'est-à-dire que crée d'abord du lien avec les gens, après tu pourras leur demander de corriger. Si t'as pas créé ce lien-là, ils vont pas corriger. Ah bah c'est sûr. Tu avec un développeur, t'as créé un lien, t'as pris un café et tout, vous avez discuté le jour que t'as avec une vulnérabilité, mais il va corriger tout de suite. Donc voilà. Donc toujours connect, et après tu pourras faire du correct. Et le deuxième élément, donc le premier, l'offensif, penser comme un attaquant, connaître tes ennemis. Deuxième, l'humain, créer du lien. Et de pas être seul. Et le troisième, c'est l'humilité, toujours se remettre en cause, casser le statu quo. Tiens, comme disait Montaigne, maintenir ton âme en haleine, toujours d'être à l'affût d'apprendre en continu. De toi, ce qui est dans ta tête, ton mindset, comment tu vois les choses, ce qui se passe autour de toi, et passer du temps avec les communautés, avec les autres hackers éthiques, avec les autres communautés de sécurité, aller aux conférences, aller discuter, sortir. Aller prendre des bières. Trop bien. Donc là, tu me disais, ma question initiale, moi, c'était comment devenir la référence de la cybersécurité. Moi, je pense là, on l'a. Hein. Là, on l'a. Hein. Je sais pas pour vous. Essaye pas de me piéger. Mais on l'a direct, quoi. Ok, trop bien. Ben, merci en tout cas pour toutes ces informations. J'ai peut-être une dernière. C'est quoi ta vision long terme? Tu te vois, si on se dit dans 5-10 ans, tu te vois où et comment? Moi, Fabien Le Marchand. Ouais, toi, Fabien Le Marchand, ouais. Le tout premier élément qui me tient le plus à cœur et c'est pourquoi aujourd'hui j'y consacre aussi du temps et je suis content d'avoir du temps pour, c'est Hack for Values. Je me verrais bien et je kifferais que l'association grandisse comme on le souhaite, devienne une structure reconnue et avec toute la maturité qui va avec, pour effectivement avoir le plus d'impact et de protéger plus d'ONG. Donc au final que Hack for Values devienne une ONG reconnue et une taille suffisamment grande pour avoir un impact suffisamment grand en France et en Europe. On est en train de s'étendre aussi en Europe. Mais voilà, d'être le président de cette belle association, de continuer à être le président de cette association-là et que ça devienne une belle ONG. Parce que moi, tu vois, pour les personnes qui veulent démarrer dans la cybersécurité, je trouve que aller sur Hack for Value, ça peut être déjà pas mal. T'es entouré. Si t'as déjà des bases, tu peux aussi apprendre des meilleurs. Donc ça peut être une bonne façon aussi de démarrer, tu vois. T'as entièrement raison. Typiquement, Hack for Values, on travaille beaucoup aussi avec les écoles, avec les labos. Et on fait participer aussi les étudiants dans Hack for Values. Donc, parce qu'on a aussi directement aussi une mission de protéger les ONG, mais on a aussi, comme tu dis très bien, une mission de accompagner les étudiants et leur transmettre aussi. Donc voilà, d'être toujours à la tête d'Hack for Values et continuer à faire grandir Hack for Values. Et après, ce que je fais en ce moment, et puis je prends aussi autant de plaisir et j'aimerais aussi encore le faire d'ici 5 ans, c'est j'essaie d'apporter mon expertise et mon expérience, et aujourd'hui c'est conseiller des fonds d'investissement ou des startups, leur donner un peu toute mon approche pragmatique et expérience pour les aider à faire en sorte que la cybersécurité soit pas un frein pour leur croissance, mais plutôt un pilier. T'as pas dit trop bien, bah merci. T'as pas dit déjà ce que tu faisais en ce moment et quel est le nom de ton entreprise? Alors ouais, c'est ce que je fais en ce moment. Donc dans 5 ans, j'aurais faire la même chose. Donc ouais, c'est exactement ça. Je passe une grande partie de mon temps à développer Hack for Values et deuxième partie à être conseiller en cybersécurité auprès des fonds d'investissement et des startups. Donc au final, continuer à ce que je fais, alors qui est assez récent parce que je fais ça depuis fin de l'année dernière, mais d'avancer sur ce chemin-là. Trop bien. Bah, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Si on veut te contacter, LinkedIn, c'est le meilleur moyen. Allez, faut faire du foot, jouer au foot. Alors, oui, parce que je vais revenir là. Donc, exactement. Allez jouer au foot, allez à la Stack le 23 mai à la Cité du Vin. Vous pourrez m'y croiser. Alors, je sais pas si l'épisode sortira avant, faudra que je regarde.
Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est complet. Ok, bah c'est génial. Ok, bah ça sera pour 2026 alors. Voilà. Trop bien. Bah merci beaucoup. Et puis bah à bientôt. Merci beaucoup, Pascal. Bye. Allez, à plus.